et chers citoyens et citoyennes de Montréal-Nord, bonsoir et bienvenue à la séance Conseil d'arrondissement de Montréal-Nord du mois de septembre 2024 et surtout, soyez la bienvenue dans la salle du Conseil fraîchement rénovée. Avant de débuter tel qu'il est d'usage, je nous invite à prendre une minute de silence que je dédie aujourd'hui à notre ancien maire, M. Marcel Parent, qui nous a quittés le 22 août dernier. Je vous invite à vous lever. Permettez-moi de vous présenter les élus qui sont à l'avant. Tout d'abord, Mme Chantal Rossi, conseillère de ville du district Olympique. Bonsoir. Petit rappel à mes collègues aussi, tantôt quand vous allez prendre la parole, de ne pas oublier d'ouvrir vos micros. Monsieur Abdelakzari, conseiller de ville du district Marie-Clarac. Et Monsieur Philippe Thermidor, conseiller d'arrondissement du district Ovid-Clermont. Bonsoir et bon conseil. Pour le personnel administratif, Tonia Tico-Guillermo, directrice de l'arrondissement. Bonsoir. Madame Karine Haddad, directrice des services administratifs et de la performance organisationnelle. Bonsoir. Marc-Aurèle Laplogueran, greffier. Bonsoir. Marc-Claude Fournier, chef de division développement social en remplacement de M. Claudette Toussaint, directeur de la culture, des sports, des loisirs et du développement social. Bonsoir. M. Jérôme Vaillancourt, directeur de l'aménagement urbain et des services aux entreprises. Bonsoir. M. Maxime Sauveur, directeur des travaux publics. M. Louis Tremblay, chargé de communication de division relations avec les citoyens et communication. Anne-Sophie Bergeron, secrétaire recherchiste. Bonsoir. Nous avons également la présence ce soir du PDQ 39, Mme Hélène Mercier, la commandante du poste. Bonsoir. Également M. Christian Comzé, conseiller en développement communautaire du poste de quartier 39. Bonsoir. Au niveau du personnel du cabinet, je tiens à saluer la présence de Hassan Lif, responsable du soutien aux élus, de Anna Miazarek, chargée de secrétariat, et on transmet nos plus sincères salutations à Bienvenue Olivier Touba, qui est présentement en convalescence et qui devrait être de retour parmi nous très bientôt. Alors ce soir, on est en période, je vais dire, de rodage. Donc c'est notre premier conseil ici dans cette salle. Nous avons fait une simulation il y a quelques jours pour s'assurer du bon déroulement. Mais je vous demanderai toute votre compréhension et votre indulgence pour cette première séance. Il se peut qu'il y ait des ajustements techniques ou autres, mais on est très heureux de vous recevoir ici. Je pense que M. Champagne, au niveau du son, je pense qu'on n'est pas pire. Le son est bon. En tout cas, dans la salle, pas mal mieux qu'il l'a déjà été auparavant. Alors, on va commencer, M. Plogan, avec le 10.01. Merci, Madame la mairesse. Il est demandé aux élus d'adopter l'ordre du jour de la séance ordinaire du Conseil d'arrondissement du 3 septembre 2024. Je m'impose. C'est donc proposé par M. Thermidor, appuyé par M. Sarri. On passe maintenant au point 10.02, qui est le mot de la mairesse et des élus. Alors, tout d'abord, l'inauguration de cette nouvelle salle, le Joseph Boyer. Alors, on souhaite débuter notre mot des élus ce soir en vous souhaitant, comme je le disais d'entrée de jeu, la bienvenue dans cette nouvelle salle du Conseil qui a officiellement été nommée en l'honneur du premier maire de Montréal-Nord, M. Joseph Boyer. Un peu plus tôt ce soir, nous avons eu l'immense honneur d'accueillir ici même les descendants de M. Boyer pour souligner cet hommage à ce grand bâtisseur. Cette nouvelle salle, nous la voulions plus lumineuse, plus accueillante et surtout plus ouverte à toutes et à tous. Nous l'avons dotée d'un nouveau système multimédia plus performant afin de faciliter les échanges et la communication. Je tiens d'entrée de jeu à remercier les employés de l'arrondissement qui ont travaillé très fort pour que ce beau projet devienne réalité. Nous y tiendrons bien sûr nos séances mensuelles, mais aussi des consultations publiques, des séances d'information citoyenne, des formations, des événements culturels et bien d'autres. Avec cette nouvelle salle, nous entrons dans le futur tout en
Montréal-Nord, fonction qu'il occupera jusqu'en 1917. Après avoir été maire de Montréal-Nord, Joseph Boyer a notamment été président de l'Association des hôteliers de Montréal, puis président de l'Association des commerçants licenciés de Montréal. Le 6 janvier 1923, il a été nommé syndic de la desserte Sainte-Marguerite-Marie, préparant ainsi la fondation de la paroisse Saint-Vital. Désolé, ça c'est erreur de débutant. Désolé. Préparant ainsi la fondation de la paroisse Saint-Vital de Montréal-Nord. Le 14 juin 1956, une avenue de Montréal-Nord a été nommée en son honneur. Alors, bienvenue à tous dans cette nouvelle salle et en l'honneur de M. Boyer. C'était très émouvant plutôt de rencontrer les descendants de M. Boyer qui étaient quand même nombreux à être ici. Donc, une belle cérémonie tout en sérénité organisée en lien avec la Société d'histoire et de généalogie de Montréal-Nord. Avec un arrière-petit-fils qui lui ressemble absolument, même ses descendants, on voyait les traits de ressemblance. Alors, on parle maintenant donc de la rentrée scolaire. M. Sari? Merci beaucoup. Bonsoir à toutes et à tous. Comme vous le savez très très bien, les dernières semaines du mois d'août et cette semaine du mois de septembre sont marquées d'énormes par la rentrée scolaire. C'est un retour à l'école pour nos élèves, pour nos enfants. Un retour aussi à l'école pour les parents. Parfois, on est déchiré par la joie parce qu'on les voit plus loin à la maison. Ça nous soulage un peu, mais en même temps, une bonne rentrée aussi pour les enseignantes et les enseignants, que ce soit ailleurs, mais spécifiquement ou plutôt spécialement ici à Montréal-Nord. Alors, nous souhaitons une bonne rentrée à toutes et à tous avec une pensée particulière pour nos élèves de toute la nouvelle école Mille-Voix du boulevard Albert Pidon. Nous en profitons bien évidemment, que ce soit pour cette école ou pour l'ensemble des écoles, pour bien évidemment tous ceux qui se plient aux abords des écoles, piétons, cyclistes, automobilistes, à la plus grande prudence et aux aspects des limites de vitesse. Pour augmenter la sécurité des déplacements sur notre territoire, nous avons installé cet été une centaine de dodanes supplémentaires dans nos rues. Mais le facteur déterminant pour réduire les incidents et les accidents, ça reste évidemment la prudence des usagers et usagères, le comportement et le behaviorisme de chacun et chacune. Quand vous utilisez bien évidemment nos routes, merci de faire attention à vos enfants. Merci. Merci beaucoup, M. Sari. On passe maintenant donc un retour sur les pluies diluviennes qui a lieu dans les... C'est votre nom, M. Sari? Donc, on va revenir donc sur les pluies diluviennes qui ont lieu il y a quelques semaines avec M. Thermidor. Effectivement, merci Madame la mairesse, chers concitoyens et citoyennes de Montréal-Nord. Vous le savez, des pluies diluviennes ont frappé le Québec et la région métropolitaine de Montréal au début du mois d'août, causant plusieurs inondations. Nous tenons à remercier nos employés de la direction des travaux publics qui ont travaillé sans arrêt pour aider les concitoyens et les concitoyennes dans le besoin, notamment à ouvrir le boulevard Lacordaire à la circulation qui, depuis la première pluie, était fermée. Je remercie également les citoyens qui ont fait preuve d'une grande patience et d'une grande compréhension dans les circonstances. L'arrondissement a multiplié les efforts en mobilisant plombiers, électriciens et toute l'expertise nécessaire afin de remettre sur pied la station de pompage située près du viaduc Lacordaire. Et nous saluons également le directeur des travaux publics, M. Maxime Sauveur, qui est dans la salle à ma gauche, pour son accompagnement et son assistance au col bleu et aux citoyens de Montréal-Nord. Les travaux sont toujours en cours pour s'assurer de remettre toutes les pompes fonctionnelles à cette station qui, je tiens à rappeler, est en fonction depuis 1969. Ces pluies records nous ont causé beaucoup d'ennuis, mais nous pouvons heureusement compter sur des employés vaillants et courageux qui ont à cœur de servir les citoyens et les citoyennes de Montréal-Nord. Merci. Merci beaucoup, M. Thermidor. Je joins ma voix à la vôtre pour saluer Maxime, de même que toutes ces équipes qui ont travaillé très fort. Comme on le dit, 24 sur 24, c'est pas au sens figuré, c'est au sens réel, parce que la situation le requérait. Donc, à ce moment-là, tout le monde était présent et je sais que certains de ton équipe, Maxime, ont très peu dormi ces jours-là, ou en tout cas, ils n'ont pas eu un sommeil tranquille, parce que c'était une situation relativement complexe. Alors, merci aux équipes d'arrondissement. Je tiens également
Il vous reste encore quelques semaines pour profiter des marchés du Nord, de Montréal-Nord. Et surtout, pour profiter des fruits et légumes frais et locaux. Les marchés ont lieu le mardi de 11h à 17h au Parc Coué et au Parc Pilon. Les mercredis de 11h à 17h au Parc Eugène-Ménard et à l'intersection de Charleroi et de l'avenue Armand-Lavergne. Vous êtes attendus en grand nombre. C'est jusqu'au 25 septembre prochain. Merci. Merci beaucoup, M. Poirier. On poursuit avec la place Charleroi et l'Archevêque avec Mme Rossi. Alors, comme plusieurs, vous avez pu constater que le terrain au coin de l'avenue de l'Archevêque et de la rue Charleroi s'est fait une beauté. De la verdure, des arbres, du mobilier urbain, une toilette écologique qui ont été installés dans la dernière année. Cependant, certains éléments ont dû être retirés puisqu'ils ne correspondaient pas aux exigences attendues en lien avec le contrat qu'on avait donné. Ainsi, des ajustements sont en cours actuellement par les différentes compagnies, ce qui fait en sorte que dans les prochaines semaines, vous devriez visiter le parc avec l'ensemble des éléments dans une version finale et conforme. Nous avons déjà reçu plusieurs commentaires de citoyens et citoyennes qui étaient très heureux de cet aménagement. Alors, nous vous invitons à bien en profiter. Vous allez par le fait même voir les couleurs qu'on s'est données comme signature dans ce nouveau parc-là. Je tiens dans un autre ordre d'idée aussi à souligner le décès de M. Michel Lavoie, qui est décédé le 6 août. M. Lavoie était le mari de Mme Hélène Bissonnette, bien connue à Montréal-Nord, une dame extrêmement active à Montréal-Nord depuis des années. Alors, comme je le dis, M. Lavoie est décédé le 6 août à l'âge de 76 ans. Alors, on veut souhaiter à Mme Bissonnette et à ses enfants, Pascal, Marielle et Emmanuel, et également les petits-enfants, nos plus sincères condoléances dans cette épreuve que la famille traverse. Voilà. Merci beaucoup, Mme Rossi. Puis, effectivement, nous transmettons nos plus sincères condoléances à Mme Bissonnette. Permettez-moi de faire un petit retour sur l'été. Alors, on reprend nos travaux dans cette nouvelle salle après un bel été. Au cours des derniers mois, nous en avons profité pour prendre quelques journées de congés, de vacances pour recharger nos batteries. Mais nous avons aussi continué de déployer des efforts pour améliorer le bien-être de notre population et la qualité de vie dans nos quartiers. Comme chaque été, nos équipes des travaux publics ont été présentes sur le terrain, ayant comme objectif d'assurer au meilleur de leur capacité la propreté des espaces publics, d'ajouter de la beauté au territoire en plantant fleurs et verdure, d'assurer le bon fonctionnement de nos infrastructures sportives et de loisirs, je pense entre autres aux modules de jeux dans les parcs, piscines, jeux d'eau et autres. Mais toutes nos autres équipes étaient aussi à pied d'œuvre, que ce soit en aménagement urbain, par exemple, avec l'amorce des immenses travaux du réaménagement d'embellissement du parc Pilon, la rénovation du terrain de soccer du parc Henri Bourassa et du chalet Saint-Laurent, et les nouvelles interventions de sécurité des déplacements, et ça c'est sans oublier les deux jeux d'eau qui sont actuellement en construction au parc Pilon et le parc Carignan. En programmation d'activités culturelles, sportives et de loisirs aussi, alors entre autres par les fêtes familiales et spectacles de la Fête nationale du Québec et de la Fête du Canada, le concert de l'Orchestre métropolitain, le spectacle de drone, le cinéma, théâtre, cirque et autres qui ont lieu dans nos parcs, et également Roland Dynamique. Ou également au niveau des organisations d'événements, par exemple l'inauguration des nouveaux terrains de basket du parc Saint-Laurent avec l'Uganisar, les marchés du Nord, journée d'accueil et découverte pour les nouveaux résidents, samedi, on s'active. Alors, cet été, ça a été vraiment un été très bien rempli et on a vu que nos citoyens ont été présents, ont été au rendez-vous. Alors, salutations à toutes nos équipes. Merci d'avoir contribué à ce bel été. Je sais que vous travaillez fort pour nos normes montréalaises et normes montréalais de tous âges. Alors, c'est ce qui met fin au nom de la mairesse et des élus. Donc, notre programme va arriver au 10.03. Nous voici maintenant à la période de questions. Nous allons commencer par les questions en présentiel. Nous en avons reçu 7 et par la suite, les questions transmises en ligne vont être répondues. On a 11 questions qui ont été transmises en ligne. La période de questions est une durée totale de 30 minutes et pourra être prolongée par bloc de 15 minutes au besoin. Avant d'entamer la période de questions, nous souhaitons préciser qu'étant donné que la séance du conseil d'arrondissement est publique, les citoyens qui viennent au micro poser des questions acceptent par le fait même que leurs propos soient diffusés en direct ainsi qu'en différé sur le site internet de l'arrondissement.
Dans ces circonstances, et afin de préserver vos données personnelles, nous vous demandons de ne pas divulguer au micro votre adresse. Seulement 3 questions peuvent être posées sur le même sujet. Les citoyens qui le désirent et qui se sont enregistrés auparavant seront invités au micro. Afin d'assurer l'équité à tous, vous êtes invités à poser une question et une sous-question sur le même sujet. Un membre du conseil ou un membre de l'administration y répondra selon les indications de la mairesse. Je dois rappeler également que la période de questions n'est pas une période d'échange ou de discussion entre les citoyens et les élus. Si vos interrogations nécessitent plus d'informations ou que vous souhaitez en parler plus amplement avec la mairesse ou un autre élu, nous vous invitons à rester après le conseil ou à communiquer avec le cabinet pour qu'il puisse convenir d'un moment plus approprié. Alors, en fait, je tiens à saluer les personnes qui nous écoutent en direct, en ligne, en fait, pour vous mentionner qu'actuellement, nous avons un petit pépin technique qui fait en sorte que le PowerPoint ne peut pas être présenté simultanément en ligne. Donc, vous ne pourrez pas avoir accès aux différentes images là, qu'on présente tout au long de la soirée. On en est sincèrement désolé. Si vous écoutez notre séance en différé, à ce moment-là, les présentations PowerPoint auront pu être ajoutées manuellement là, par la suite, vu que la séance elle est enregistrée sur nos systèmes. Alors, donc, on va poursuivre la séance conseil. Nous étions au 10.03, les questions du public avec les questions en présence. Pardon. Alors, M. Aplogan, vous pouvez y aller. Madame Lucie Roy. Merci pour votre patience, Madame Roy. Ça va. OK. Bonjour, Madame la mairesse, Monsieur et Madame les conseillers. Moi, je suis ici pour faire des remerciements, mais je vais commencer mon histoire un peu plus loin. À l'automne 2019, j'ai manqué de me faire frapper au coin de Des Laurentides et Boulevard Fleury. Je vais juste vous demander un instant. Notre technicien va juste ajuster votre micro. Oh, je pense qu'on va ajuster notre lutrin la prochaine fois, Madame Haddad. C'est ça, j'ai manqué de me faire frapper au coin de Des Laurentides et Boulevard Fleury, où la rue a dévié un peu. Tout à fait. Puis il y a une petite rue fleurie. Moi, j'ai traversé, puis la personne c'était un taxi qui s'en venait sur Boulevard Fleury, s'en allait à la petite rue Fleury. J'ai eu bien peur. J'ai commencé à faire des démarches auprès de la ville, puis la sécurité, puis la mobilité à Montréal-Nord me tient à cœur. Fait que j'ai maintenu là, ma demande là, pour... qu'il y a quelque chose qui se passe là, à ce niveau-là, là, au niveau de l'intersection. Je vais vous demander d'arriver rapidement à votre question. Puis, c'est ça, je te demandais là, qu'on ferme la petite rue Fleury. Puis, il y a eu des projets là, pour l'embellissement. Puis, ils ont fermé ce coin-là, cette rue-là, la petite rue Fleury, puis ils en ont fait un triangle, le triangle Fleury. Je suis vraiment heureuse là, que ça soit sécurisé. Là. C'est formidable. Puis, c'est très bien, tout ça. Là, j'arrive à ma question ou ma requête. Est-ce que ça serait possible aussi de mettre peut-être des toiles comme abri de soleil? En fait, merci beaucoup pour votre préambule, votre long préambule, et puis également pour vos remerciements. On était effectivement très fiers. Oui. J'en ai pas parlé un peu plus tôt parce qu'il y a tellement de choses qui se passent en ce moment, même industrielles. On en parlait avec Mme Pérez également. Le triangle Fleury qui a été aménagé cet été. Ce que vous devez savoir, en fait, c'est que ça se trouve être une subvention que nous avons reçue il y a un bon moment du fédéral qui nous a permis de pouvoir mettre ce projet-là en place. Pour nous, l'installation de ces équipements sont faits de façon temporaire. Donc, c'est dans un but de tester finalement un peu les modules, dans le même principe que ça a été sur la rue de Dijon, en fait, au parc Carignan. Donc, nous avions au départ installé des modules en bois qui nous ont permis de voir finalement qu'est-ce qui était apprécié, moins apprécié, tout dépendamment des usages. Alors, le souhait, c'est qu'éventuellement, si on voit que ça fonctionne bien, qu'il y a un intérêt et tout ça, qu'on puisse réaménager vraiment cette portion-là de façon permanente. Mais pour l'instant, l'idée, c'était surtout de pouvoir aménager ça et faire des tests en projet pilote, si je peux le dire ainsi, pour éventuellement pouvoir l'aménager de façon beaucoup plus... avec des structures beaucoup plus permanentes et solides, là, je vais le dire comme ça. Parfait, parce qu'il y en a beaucoup qui se réfugient finalement entre des arbres, là, où est-ce qu'il y a le petit parc.
Un gros merci encore. Puis, Merci. Merci de tenir compte de ma requête. Merci. Ça C'est va bon être- signe, en tout cas, quand on a des demandes comme ça d'aménager. Monsieur Vaillancourt, j'imagine vous en prenez bonne note. Ouais. Madame Rossi a même des idées aussi. Vous pouvez continuer, Monsieur Aplogan. Alors, ça va être le tour de Madame Isabelle Leduc. Alors, bonsoir à tous. Bonsoir. La dernière fois qu'on s'est vu, c'était au dernier conseil. Je suis venue vous parler du parc Aimé-Léonard, des différents désagréments qui y sont présents et qui sont encore aujourd'hui très présents. Lorsqu'on s'est parlé, je vous ai demandé pourquoi on ne faisait pas respecter les règles. Vous m'aviez répondu que vous cherchiez des solutions, des mesures à mettre en place avec des affiches, de la sensibilisation, qu'on avait mis des gardiens. Et vous m'aviez également dit que dans les prochains jours, on aurait des mesures très précises qui seraient mises en place. Ma première question, en fait, vous nous aviez souhaité un été très agréable. Je peux vous dire que mon été, j'en ai pas profité. Moi, j'habite pas juste à côté du parc, j'habite 2 rues plus loin et presque tous les soirs, surtout la fin de semaine, mais même de nuit, de soir, de profiter de mon balcon, c'est pas possible en raison du bruit, de la fumée, de l'alcool, de plein de choses qui se passent dans le parc. Donc, j'aimerais savoir qu'est-ce que vous avez mis en place pour nous aider à passer des soirées d'été plus agréables que celles qu'on a passées cet été, encore une fois. C'est ma première Merci question. beaucoup, Madame Leduc, pour votre question. Effectivement, vous étiez venue au début du mois de juillet. On avait eu l'occasion de pouvoir échanger ensemble. Et là, je me tourne vers ma directrice d'arrondissement parce qu'il y a eu quand même des mesures qui ont été mises en place au courant de l'été. L'affichage a effectivement été fait, entre autres autour des barbecues, pour s'assurer que la réglementation soit appliquée et connue de tous, c'est-à-dire qu'on ne pouvait pas arriver avec des gros barbecues propane et tout le reste. De l'autre côté également, nos contremaîtres et les gardiens de parc ont été présents dans le parc, donc ils ont pu faire de la sensibilisation et pouvoir aller voir les citoyens, justement, quand il y avait des regroupements de plus que 50 personnes qui étaient là dans le parc et qui faisaient du bruit. Également, je sais que notre directrice d'arrondissement a eu plusieurs échanges avec Madame Mercier du poste de quartier 39 pour justement faire en sorte qu'il y ait des patrouilles plus fréquentes ou du moins qu'il y ait une sensibilisation, une attention particulière qui soit portée autant au parc Aimé-Léonard qu'à la rue Pigeon qui est tout près et que vous connaissez très bien. Donc, de ce côté-là, il y a eu des mesures qui ont été mises en place de notre côté pour faire en sorte qu'on atténue le plus possible, finalement, ce qui se passe. Ce que je comprends, c'est qu'il y a eu encore des difficultés. Je sais que votre père a contacté à certains moments notre directrice pour pouvoir lui faire part de certaines observations. Je vous dirais que, par contre, qu'au niveau du poste de quartier 39, parfois, il y a eu des interventions qui ont été faites. Parfois, peut-être c'est des interventions qui ne sont pas sues et vues de tout le monde, mais des informations que moi, je possède, il y a eu des interventions qui ont pu être faites de leur côté. D'accord. Bien, ma sous-question, parce que vous nous aviez dit également qu'on était vos yeux et vos oreilles. Absolument. Et je vous avais proposé de faire un comité, simplement pour vous informer que j'ai rencontré M. Comzé au poste de police. On a également envoyé des courriels. Nous avons également fait différents appels au 311. Je vous dirais que les réponses sont peut-être à revoir avec l'arrondissement, parce qu'on s'est fait dire qu'il n'y en avait pas de règlement dans le parc Aimé-Léonard. Ça, c'est une des premières choses qu'on se fait dire. Nous avons appelé au poste de quartier. Je sais qu'ils sont très occupés. Par contre, même quand c'est pas fermé, il n'y a pas nécessairement de réponse, ce qui fait qu'on appelle au 911. Puis au 911, bien, on appelle plusieurs fois. On n'est pas juste nous à appeler, on appelle plusieurs fois. Je sais qu'il y a plein de choses qui se passent puis qu'ils ont plusieurs interventions à faire. Je suis très au courant de ça. Cependant, quand il y a encore de la musique après 23 heures avec des gros speakers qui sont branchés dans les poteaux du parc, que c'est vraiment très fort, puis que la voiture de police ne fait que passer sur la rue sans intervenir, on ne comprend pas. Fait que ce qu'on aimerait savoir, c'est le mandat de qui? Parce que vous avez parlé de sensibilisation, d'affichage et tout ça, mais quand on la voit, l'affiche avec un barbecue privé à côté, c'est clair qu'il n'y a personne qui a compris ce qui était sur l'affiche. Donc, ma question, c'est à qui on doit demander de faire respecter ces règles-là? Mais en principe, nos employés auraient été en mesure et auraient dû le faire. Là, ce que je comprends, c'est qu'il y a peut-être eu des moments où ça n'a pas pu être fait. Madame Di Guglielmo, je ne sais pas si vous avez des pistes de réponse. J'ai pas d'autre chose à ajouter autre que de dire que nos employés sont au courant des règlements. On a mis des affiches et on est en lien avec le PDQ, comme vous l'avez dit. Vous avez même rencontré M. Comzé.
les parcs vont être utilisés à Montréal-Nord. On a peu de parcs pour toute notre population. Donc, quand les parcs sont utilisés et réaménagés pour être utilisés, c'est sûr qu'ils vont l'être. Maintenant, il faut aussi faire respecter la réglementation, vous avez raison, puis on travaille. Puis moi, j'ai des contacts constants où je fais des suivis et il y a eu des interventions telles que la mairesse les a mentionnées. Je vais également mentionner à Mme Mercier s'il y a des compléments d'information que vous souhaitez apporter. C'est pas mal complet. Par contre, effectivement, comme vous avez dit, Mme Leduc, Christian est allé vous rencontrer en début de semaine. On a, depuis le début de l'été, mis des attentions spéciales. Je comprends votre inquiétude quand vous me dites qu'il y a des policiers qui passent, puis vous avez fait un appel, puis qui n'arrêtent pas. Ce que je peux vous dire, parce que je sais que vous aviez envoyé un courriel, puis j'ai vérifié les informations. Parfois, les policiers... ils ont des appels priorité 1, 2, 3. OK? Le bruit, c'est souvent priorité 3. Fait que c'est certain, si, comme un soir en particulier, là, je peux vous confirmer que je me suis assurée. Il y avait eu 2 appels à 22h40 et vous aviez fait un appel vers 23h en lien avec le bruit. Mes policiers étaient à un appel de priorité 1. J'avais 5 voitures de policiers à des appels urgents, là, sans vous les détailler, mais je vous confirme, c'est vraiment des appels d'urgence. Donc, le policier qui a peut-être passé devant chez vous, quand il vous envoie la main, il ne sait même pas que vous avez fait un appel. C'est pas pour être arrogant, c'est pas pour ne pas répondre à vos besoins. C'est vraiment parce qu'il va sur un autre appel, puis l'autre appel doit être en attente. Je veux simplement que vous sachiez, parce que je serai la première à prendre au sérieux qu'un policier ne s'arrête pas pour se rendre à un appel chez vous. Mais je comprends vos inquiétudes. On a eu 6 cadets tout l'été qu'on avait mis en attention spéciale. On a eu des patrouilleurs à pied, des patrouilleurs à vélo. Au niveau de la réglementation, c'est certain que ça prend du flagrant délit pour donner un constat d'infraction. Flagrant délit, ce que je veux dire, c'est qu'il faut que ça soit sur les faits. C'est certain que des fois, les appels priorité 3, quand vous appelez, si ça prend un délai, on arrive 45 minutes plus tard, il n'y a pas de vie en danger. C'est malheureux pour vous, mais des fois, ils ne peuvent pas constater. Mais on garde une attention particulière, puis on sait que l'été prochain risque d'avoir la même problématique. On va essayer en amont de voir ce qu'on peut faire de notre côté. Excellent, merci, Mme Mercier. J'ajouterais également, par rapport au 311, quand on appelle, il faut savoir que c'est centralisé. Alors, c'est pas en arrondissement que les gens répondent, c'est vraiment une centrale parce que ça permet d'avoir des gens sur beaucoup plus de plages horaires. Et à ce moment-là, il y a un travail qui pourra être fait. Mme Di-Guglielmo, je vous inviterai à vous assurer du suivi parce qu'eux ont accès à des fiches qui décrivent finalement chaque problématique quand ils pitonnent sur leur ordinateur. Et il y a clairement des ajustements à faire. Si c'est ce que vous vous êtes fait répondre, oui. C'est pas acceptable. Donc, on va s'assurer de faire la mise à jour. Je veux juste dire que je comprends que vivre à côté d'un parc, ça amène du bruit, ça amène des enfants qui crient, ça amène des enfants qui jouent. Ce qu'on vous parle quand on vous appelle, que ce soit au 311, au PDQ 39, au 911, c'est que ça dure avec un bruit que personne d'entre vous endurerait tous les soirs comme ça se fait. On comprend qu'il y a plein d'urgences dans Montréal-Nord, on comprend toute cette partie-là, mais on aimerait ça qu'une fois de temps en temps, il y ait des interventions. Parce que nous, on n'en profite pas de notre été. Pas du tout. On vous comprend. On vous comprend. Puis les intervenants qui ont intervenu, on comprend tout à fait. Puis je vais vous dire qu'il va faire beau au mois de septembre. Il va faire beau au mois d'octobre. J'aimerais ça qu'on continue à essayer de faire ça pour les belles journées qui s'en viennent aussi. Monsieur Comsé, je pense, a également fait un suivi avec vous. Là, donc, oui. Merci beaucoup, Mme Leduc. Merci, Mme Leduc. Ça va être le tour de Mme Koussaïa. Bonsoir. Bonsoir à tous. J'ai une bonne nouvelle, c'est que M. Hassan m'avait dit qu'ils vont m'installer un dos d'âne, mais je suis en train de me poser la question, c'est que où la voiture a été accidentée 2 fois, perte totale, c'est en plus bas. Mais là, je me pose la question, est-ce que c'est possible que le dos d'âne soit un peu plus bas? Parfait, parce que vous m'aviez dit d'entrée de jeu, on s'est croisés tantôt, c'est qu'il y avait déjà des lignes par terre, donc c'était pas tout à fait au bon endroit. Alors, M. Vaillancourt, je vous inviterais, dans le fond, peut-être à la pause tantôt, de parler directement à M. Vaillancourt. Il va pouvoir prendre ça en note
votre rue pour essayer de Ouais. voir qu'est-ce qui est possible de faire. C'est certain que nos équipes doivent suivre certaines règles de distance, etc., en lien avec, entre autres, le tome 5 du ministère des Transports du Québec. Alors, il y a différentes règles pour s'assurer que le tout est fait de façon conforme, mais quand même, on peut est en mesure regarder. de bien écouter tout de même vos préoccupations. D'accord. J'ai une toute petite question. Une sous-question, allez-y. Une sous-question, c'est que hier, mon fils a téléphoné à encore des jeunes sur Patricia. Ça fume du pot dans la voiture. Il met de la musique. Il a téléphoné. Et puis, ils sont venus, la police. Mais ils ont passé devant, mais ils ont juste dit, bien, écoutez, c'est interdit de fumer. OK. Je trouve que les policiers ne sont pas sévères. Il y en a qui sont sévères, d'autres ne sont pas sévères. Je me pose la question, l'intervention, comment ça fonctionne? Est-ce qu'il y en a qui... il y avait des policiers, quand ils voient que ça fume, la voiture a été remorquée, ils vont faire bien leur travail, puis d'autres, bien, c'est comme... Parfait. Bien, je vais laisser la commandante pouvoir vous aiguiller un peu sur la manière dont les interventions sont faites. Excusez-moi, je prenais quelques notes. Je veux juste savoir, est-ce que vous pourriez juste me reparler de l'intervention comme telle en lien avec le fumage et la cigarette? C'était sur hier, Oui. vers 7 heures à peu près, sur la rue Patricia. C'est des jeunes qui fumaient dans la voiture. Parce que En fait, la question de Madame, pour Madame Mercier, en fait, c'est surtout de savoir quel est le protocole ou la façon de fonctionner quand un policier va passer dans un contexte, par exemple, où s'il y a des personnes qui consomment dans une voiture, par exemple. Il y en a qui sont sévères et d'autres ne sont pas sévères. Oui. Alors, la question, elle est posée. Donc, Madame Mercier. C'est certain que vous avez raison. J'ai peut-être des policiers plus sévères, des policiers moins sévères, comme toutes les tranches de la société. On s'en va dans tous les corps de métier. Il ne faut pas aussi que vous oubliez que les policiers ont un pouvoir discrétionnaire. Quand c'est du code de sécurité routière, du code pénal, pas en matière criminelle, mais ils ont un pouvoir discrétionnaire. Fait que oui, c'est certain que parfois, on va y aller plus en prévention qu'en mode répression. Je vais vous donner un exemple. C'est la rentrée scolaire. La semaine passée, on est en mode prévention. Même si à chaque année, la rentrée scolaire arrive, on avise les automobilistes, on est en mode prévention. Et cette semaine, on est en mode répression parce que, comme on le sait, c'est à chaque année. Fait que c'est un peu la même chose. Fait que c'est certain que moi, quand il y a un encadrement légal, je ne peux pas obliger mes policiers à donner un constat d'infraction. Je peux par contre les sensibiliser que quand on a une problématique à cet endroit-là, on n'est plus en mode prévention, on est plus en mode répression. Donc, c'est un peu la réponse que j'aurais à vous donner. D'accord. Merci D'accord. beaucoup, Mme Mercier. Merci, Mme Coussaya. Merci pour votre question. On va donc vous inviter à la pause à pouvoir échanger avec M. Vaillancourt. Merci. Prochaine personne, M. André Côté. Bonsoir à tous. Merci d'être là. Bonsoir. Moi, en fait, je représente un groupe de mes voisins dont on a vécu le 9 août, le refoulement d'égout. On a déjà 3 voisins qui sont avec moi présents ce soir. En fait, j'aimerais au préalable remercier toutes les personnes qui ont contribué au ramassage des débris. C'est fait une tâche colossale pour eux autres. On en remercie. Vraiment, là, ils ont été corrects. OK? La question qu'on se pose présentement, c'est que sur notre rue, moi, je suis là depuis 1975, bientôt 50 ans. J'ai toujours dit que c'était 50 ans de bonheur. Là, disons que c'était un peu moins de bonheur. Puis, ça fait la première fois que j'ai acheté ma maison en 75, j'ai eu un refoulement d'égout. Puis là, on m'avait dit tout va être aidé. Puis là, je m'en viens pas ici pour critiquer. Là. Je m'en viens juste constater juste des choses. Avec la question présentement, nous autres, on se dit pourquoi sur notre rue? Parce qu'on me semble qu'on n'est pas choyé, là. Notre rue, on n'a pas seulement été touché à 90%. On est au moins 12, peut-être plus, tu sais. Fait qu'on se dit, est-ce que, premièrement, la question que je me pose, est-ce que le tuyau d'égout est suffisamment gros parce qu'il a fait moi 3 fois? Est-ce que les travaux qui ont été faits le 3 août, est-ce que ça a une importance? Tu sais? Puis, en fait, ce que j'aimerais, puisque je pense qu'on aimerait tous ensemble, est-ce qu'il y aurait une possibilité qu'il y ait une rencontre avec l'autorité de la ville, avec tous les voisins?
parce qu'on est solidaires tout ensemble. On est vraiment une belle rue où les gens se parlent puis on s'entend. Ce qu'on aimerait, c'est surtout de voir, parce que je sais que vous avez des bonnes équipes qui pourraient nous aider à nous éclairer sur des questions, des interrogations qu'on se pose, parce qu'on ne voudrait pas revivre ce qu'on vient de vivre. Parce que même si tu as des clapettes retenues, vous êtes d'accord avec moi, moi j'ai une entrée de garage en pente, l'eau, elle descend pareil, même si le clapet est fermé en bas. Vous êtes d'accord? Je vais vous demander d'arriver à votre question. Bien, la question, c'est de si on pourrait avoir une rencontre avec des gens suite à ce qu'on a vécu. En fait, c'est un peu ça la question. Alors, merci. Si c'est possible pour vous. Merci beaucoup, M. Côté. Et là, ce que je comprends, c'est que c'est au mois d'août dernier, là, quand il y a eu le débit. Le 9 août, en fait, on est à peu près 12-13 sur la rue. Presque pas la majorité, mais mettons 90% de la rue. On est tous pareils. Tout à l'heure, quand je remerciais les gens, là, le camion, il remplissait, il s'en allait, puis après ça, il allait à l'autre voisin. Super. Écoutez, on a eu du bon service là-dessus, ça, je peux vous dire, d'accord? Bien, merci. Les gens, ils n'ont pas critiqué, puis les gens travaillaient fort. Merci, M. Côté, pour votre question. En fait, moi, de mon côté, j'ignorais qu'il y en avait eu de toute la rue, en fait, qu'il y en avait eu autant dans votre secteur. Monsieur Sauveur, je ne sais pas si vous étiez au courant de cette partie-là. Non, je n'étais pas au courant de cette rue en particulier. Par contre, ce que je peux faire, j'ai vos coordonnées. On peut vous contacter pour vous inviter à une rencontre pour investiguer qu'est-ce qu'il y en est pour votre rue. J'apprécierais beaucoup. En fait, vous êtes d'accord que je ne serai pas seul, parce qu'on a une bonne équipe. Bien oui, il n'y a pas de problème. C'est pas je n'ai pas de rencontrer vos gens tout seuls, mais c'est pas j'aime ça que les gens soient solidaires. Puis moi, bien naturellement, c'est sûr qu'à 83 ans, c'est pas évident à vivre. Puis on a notre doyen qui est ici, qui a 91 ans, puis qui a vécu la même chose. Puis quand je l'ai appelé hier, il m'a dit oui tout de suite. Fait qu'imaginez-vous comment on est solidaires ensemble. Mais merci en fait, je salue votre solidarité. Puis ce que vous nous présentez ce soir, c'est effectivement à la lumière de Montréal-Nord, hein, d'avoir des rues où le monde se connaît, se reconnaît, et s'entraide. Alors, en fait, ce que je vous dirais, c'est que par rapport à ce qui s'est passé au niveau de l'eau, on a, dans les derniers mois, je vais le dire comme ça de façon un peu malheureusement, développé une certaine expertise parce que l'année précédente, donc l'année passée, on avait eu des situations très problématiques, plus dans le secteur ouest de l'arrondissement. Okay. Alors, nos équipes ont développé une certaine expertise, justement, pour essayer de comprendre ce qui se passe dans différents secteurs pour faire en sorte qu'on arrive à trouver des solutions. Mais on va vraiment analyser de façon spécifique ce qui s'est passé sur votre rue parce que, en toute sincérité, je vais vous dire, on en a eu très, très peu d'inondations ou de refoulements. Le 9 août, on se croyait un peu choyés. Je suis très triste d'apprendre que vous en avez eu. Mais je peux vous dire qu'on se sent beaucoup démunis. Puis moi, si j'aurais pas eu ma famille, là, on va vous dire qu'on aurait des problèmes. Parce que les assurances, on ne veut pas critiquer, mais il y a tellement de monde. Écoutez, ils m'ont appelé la semaine passée, puis ils ne savaient pas quand est-ce qu'ils étaient pour venir, puis ça fait 3 semaines. Si mes petits-enfants ne seraient pas venus m'aider, là, tout vidé, couper les murs. Écoutez, vous avez un beau sol tout fini, là, puis essayez d'imaginer que vous voyez les 2 parquets à grandeur, 40 pieds de long. Monsieur Côté, merci beaucoup pour votre intervention. Puis là, je n'ai pas critiqué. Mais ce que je voulais surtout vous encourager, en fait, pour vous également, tous ceux qui nous écoutent, c'est si vous avez des inondations à la maison, appelez le 311 pour le signaler, pour que toutes nos équipes puissent savoir, en fait, qu'est-ce qui se passe. Ça nous permet d'intervenir plus rapidement, d'avoir une vision beaucoup plus rapide de ce qui se passe dans l'arrondissement, s'il y a des refoulements ou non. Et à ce moment-là, ça nous permet d'intervenir plus rapidement parce que de notre côté, ça ne s'était pas rendu jusqu'à nous. Je peux vous dire que plusieurs ont appelé. Ma fille a appelé. Sa fille a appelé. Je pense que les gens ont appelé à la ville pour leur dire. Pour leur dire. Excellent. Bien, merci, M. Côté. Vous avez beaucoup d'autres dossiers aussi à faire. OK? Merci. Merci beaucoup. Merci, Mme. Merci. Je vais maintenant... allez-y, là, je reprenais... Oh là là, je reprenais... Parfait. Allez-y, M. Plogan, je n'ai rien dit. Ça va être le tour de M. Jean-François Saint-Pierre. Je vais demander à mon collègue Maxime Sauveur de fermer le micro, s'il te plaît. Ouais, je crois qu'il a quitté le citoyen. Il a quitté. Oui. Alors, il avait posé sa question, M. Carmen Sauveur. Bessard. C'est solennel, mais ça va être très positif, là. Ça va être joyeux. Allez-y, on vous écoute. On va parler de culture dans le sens large, puis dans la sous-question également. Donc, j'aimerais féliciter l'équipe de culture, développement social et sport parce que cet été,
il y a un monsieur qui s'appelle Michel Yvon Pilote. C'est un instructeur de danse en ligne. Et je sais que peut-être pour le parc Aimé-Léonard, certains ont eu certains désagréments, mais lorsqu'il y avait de la danse en ligne, il y avait au moins 30-40 personnes qui s'amusaient, des aînés surtout. Et bon, j'en fais maintenant partie. Et c'est important de noter pour cette tranche d'âge-là qu'il y a des activités et que c'est varié. Donc, bravo. Je répète le nom du professeur, c'est M. Michel Yvon Pilote. Je crois qu'il enseigne aussi au Cercle des aînés sur la rue Sartre. Exactement. Donc, ça, c'est un. Sous question, on est dans la culture, mais je vais dire, c'est la culture communicationnelle de Montréal-Nord. Voilà quelques jours, semaines, il y a eu des avis d'ébullition. Nous étions étonnés parce que ça n'arrive pas dans notre coin de pays nécessairement. Mais comment est-ce qu'on a su ça? Heureusement pour moi, soit que je suis impliqué à l'église ou d'autres choses, une telle m'appelle, tel parrain appelle, et c'est comme ça que j'ai su tout ça. Et moi, j'appelle mon voisin, et tel voisine, voisin. C'est ça, Montréal-Nord, la communication. C'est bien, c'est un village, mais je crois, comme je parlais avec certains d'entre vous, qu'on ne peut pas seulement s'appuyer sur ça. Donc, ça a pris du temps avant qu'on sache qu'il y avait des avis d'ébullition. Ceux qui ont personne sont faits, ils ont bu de l'eau pendant 2-3 jours. Puis fun à votre question. Et les autres, on est chanceux de connaître du monde qui connaît du monde, puis les voisins, le bon voisinage et tout le monde se parle. Donc, c'est à voir comment vous allez organiser, comment on dit, la ligne de communication s'il y a des urgences. Merci beaucoup, Mme Bessard, pour votre observation. Et effectivement, je me suis beaucoup questionnée sur le délai qu'on a déjà été mis au courant, parce que ça a pris tout près de 2h30 avant que l'avis d'ébullition soit émis. Donc, j'ai déjà questionné la responsable de ce dossier-là au central pour voir qu'est-ce qui expliquait ce délai-là, de 1. Et de 2, c'est très rare que ça arrive. En tout cas, de mon côté, en 8 ans, c'est la première fois que ça arrivait. Alors, je pense qu'on doit développer effectivement des mécanismes pour faire en sorte de rapidement pouvoir le transmettre à tous nos partenaires communautaires, envoyer ça vraiment dans nos listes d'envoi et tout le reste. On a l'agilité à Montréal-Nord, je crois, pour le faire, mais actuellement, les canaux ne sont pas encore existants. Fait qu'il faut les créer, il faut arriver à mettre tout ça en place, que ce soit un avis d'ébullition d'eau ou autre chose, bien entendu. Mais je tiens quand même à signaler à toutes les personnes qui nous écoutent, les personnes présentes dans la salle, que tout le monde peut s'abonner aux avis et alertes de la ville. Donc, à ce moment-là, vous pouvez recevoir des courriels, des SMS où on vous avise justement d'avis d'ébullition, de fermeture de parc, fermeture de piscine, etc. Comme là, par exemple, il y a un avis d'eau colorée pour demain. Il n'y a rien de grave, mais il donne les façons de fonctionner, si ça arrive, quoi faire et tout le reste. Donc, on invite vraiment les citoyens à aller s'inscrire c'est sur le portail de la ville, c'est avis et alerte. Et à ce moment-là, ça permet à tout le monde d'être connecté avec la ville, mais c'est pas automatiquement que les gens le font. Alors, parce que dans avis et alerte, on peut cocher les arrondissements d'où on veut avoir les informations. Donc, bien entendu, quand on coche Montréal-Nord, à ce moment-là, tout ce qui nous concerne, on le reçoit sur nos courriels ou nos téléphones, tout dépendamment. Alors, il y a déjà un outil qui existe, mais connaissant le tissu communautaire et le tissu, comme M. Côté le disait, qu'on se connaît tout le monde dans nos rues, il y a peut-être quelque chose à ajouter de plus pour s'assurer que tout le monde soit au courant. Il y a des Merci. appels qui ont... Il y a des appels également qui ont été faits. Parce que moi, chez moi, j'ai reçu, c'est un appel enregistré, mais on a reçu un appel comme quoi qu'il y avait un avis d'ébullition. Peut-être parce que j'ai encore une ligne dure à la maison, ce qu'on appelle une ligne dure. Je ne sais pas si c'est les gens qui ont une ligne dure. Moi, j'ai pensé que c'était avec les listes électorales que ça avait été fait. C'est des appels automatiques. En tout cas, il y a eu certains appels automatiques qui ont été faits, mais très peu de gens l'ont reçu, de ce que j'ai compris. C'est sur Montréal-Nord, tout le monde est impliqué d'une manière ou d'une autre, donc ça s'appelle. On a encore du travail à faire pour s'améliorer. Merci beaucoup. Nous allons poursuivre avec les questions transmises électroniquement. C'est Mme Bergeron qui va nommer les personnes et les questions. Alors, la première question est de Louis Langevin. Je désire faire l'achat de ma partie de ruelle comme les autres voisins qui sont propriétaires de leur partie de ruelle. Je suis contre une ruelle verte qui est un gaspillage de nos taxes. Je désire faire l'achat de la ruelle. Merci.
Alors, merci beaucoup, M. Langevin, pour votre question. En fait, pour ce faire, vous devez déposer une demande soit au 3-1 ou au BAM, ici à l'arrondissement, et il y a une étude qui va être réalisée pour savoir si c'est possible de le vendre. Parfois, ce l'est, parfois non. Alors, c'est en fonction, donc on vous invite à déposer une demande. La prochaine question est de Wassim Mansouri. Ça concerne l'insalubrité. Le balai mécanique ne nettoie aucunement la rue lors des interdictions de stationner. Les deux côtés de la rue sont très insalubres. En fait, donc bonjour, Madame Mansouri. En fait, je vous inviterais peut-être à nous envoyer un message. Wassim, monsieur. Pardon, Monsieur Mansouri. Alors, en fait, ce qu'on va faire, c'est que Hassan du bureau va vous contacter pour savoir si la situation est toujours d'actualité parce que, en fait, les questions du conseil ce soir, certaines sont rentrées au courant de l'été puisque le dernier conseil était au début du mois de juillet. Donc, il y en a peut-être, ça fait un petit moment qu'ils sont arrivés. Alors, Monsieur Hassan Lif de notre bureau va s'assurer de vous rappeler pour pouvoir voir si c'est toujours d'actualité. On pourra faire le suivi auprès de nos équipes. Parfait. La prochaine question est de Marc-André Lompré. À se promener dans les rues de l'arrondissement, on constate des sacs d'ordures éventrés un peu partout, répandant leur contenu nauséabond, salissant le voisinage et attirant des indésirables, insectes, rongeurs et autres vermines. Pourquoi est-il encore permis de mettre un sac au sol et non pas dans un bac avec couvercle? Qu'est-ce qui empêche l'arrondissement d'imposer l'utilisation du bac poubelle? Alors, merci beaucoup, M. Lompré, pour votre question. En fait, en ce qui concerne les bacs, pour l'instant, en fait, ce n'est pas obligatoire. Je pose la question à M. Sauveur. Est-ce que c'est une pratique qui est recommandée par la Ville? Et pour l'instant, c'est autorisé à la Ville de Montréal d'avoir des sacs. Étant donné que cette activité est gérée par le service de l'environnement, je ne pense pas que on peut décider en arrondissement de bannir les sacs. Parfait, merci. Donc, c'est vraiment à travers toute l'île que cette mesure est implantée. Alors, on poursuit avec la question de Anna Rosa Sabadini. Ça concerne les avertissements concernant la sécurité de l'eau. Il s'agit d'une plainte. Les avertissements concernant la sécurité de l'eau sont importants. Ils devraient être émis via des alertes téléphoniques. Alors, merci, Madame Sabadini. En fait, M. Lif a eu l'occasion d'échanger avec vous concernant les avis et alertes. Comme j'en ai parlé un petit peu plus tôt, il y a déjà cette formule-là qui existe. En fait, il faut aller s'inscrire sur le site Internet de la Ville de Montréal et à ce moment-là, de cocher l'arrondissement Montréal-Nord pour pouvoir recevoir les messages autant par courriel que par SMS. Donc, bien entendu, on vous invite à vous inscrire, mais si je comprends bien, mon collègue qui me fait signe, il vous a déjà parlé, donc je crois que le tout est déjà en route. Alors, la prochaine question est de Martin Prudhomme. Ça concerne l'entretien des rues. Comment prenez-vous la décision de refaire l'asphalte d'une rue? Alors, merci beaucoup, M. Prudhomme, pour votre question. En fait, M. Vaillancourt, je vais vous laisser la réponse. C'est moi qui décide, non? Non. Dans le fond, ça fonctionne par priorité parce que Mme la mairesse l'expliquait tantôt, M. Prudhomme, c'est qu'on a quand même un réseau de rues qui relève de la Ville de Montréal, donc c'est le réseau artériel. Puis, je ne sais pas à qui je parle, là, il y a une caméra. Donc, le réseau artériel, c'est vraiment uniquement la Ville qui décide, mais en fonction de priorité par rapport à la réhabilitation des conduites d'aqueduc et d'égouts. Des fois, on pense qu'ils vont aller rapidement, mais ils prennent beaucoup de temps pour finir par faire la rue. Par contre, pour le réseau local, c'est vraiment des priorités d'arrondissement en fonction des... On a des cartes de dégradation des rues. Effectivement, des fois, les rues ont l'air vraiment dégradées, mais on n'est pas autorisé à les remplacer tant qu'on ne peut pas refaire l'égout. Fait que parfois, vous avez l'impression que l'asphalte, ça laisse aller, mais on n'est pas autorisé à la refaire. On aimerait bien le refaire. C'est un message que je fais à la Ville. Mais on ne peut pas les refaire tant qu'ils ne nous ont pas autorisé avec la réhabilitation de l'aqueduc et de l'égout. Donc, il y a des rues que je nommerai pas ici ce soir, que je sais que les gens vont nous écrire. Puis c'est cette situation-là qui prévoit actuellement. Je suis désolé. Mais on fait notre maximum, et l'année prochaine, il y aura une rue qui sera refaite, et je ne dis pas laquelle. Merci beaucoup, M. Vaillancourt, pour votre réponse. Vous amenez plein de suspense, là, finalement, dans ce conseil. Alors, on va poursuivre, M. Plogan. Oui, Mme Bergeron, pardon. Alors, on poursuit avec la question de Mélanie Lapierre. Vous dites vous soucier de la sécurité. Toutefois, avec les trottoirs élargis, éponges et la végétation y étant plantée, il devient difficile pour les piétons, les automobilistes, les autobus et autres
de bien voir les signalisations, les coins de rue, notamment au coin Bellevoie et Gouin, Hainaut, Léger, Salque, de la gare et plusieurs autres coins de rue qui n'ont pas le mandat de sécurité que vous lui avez donné pour ralentir les usagers. Est-ce que vous prévoyez entretenir adéquatement et retirer le superflu qui cache la vue, y compris les arbres cachant les stops? Revoir vos façons de faire dans l'implantation de ces mesures inutiles alors qu'un trottoir normal aurait suffi. Alors, merci, Mme Bergeron. Merci, Mme Lapierre, pour votre question. On a bien pris en note les intersections dont vous faites référence, pour lesquelles ce qu'on comprend, c'est qu'il y a peut-être des arbres qui cachent les stops. Il faut savoir qu'au courant de l'été, en fait, les arbres grandissent. Alors, ça fait en sorte qu'à certains moments, effectivement, ils peuvent cacher les arrêts ou cacher autre signalisation qu'il peut y avoir. C'est certain qu'on en voit plusieurs dans l'été. Nos équipes interviennent à bien des endroits. Et s'il y a des endroits qui ont été oubliés au passage, ne pas hésiter à contacter le 311. Et à ce moment-là, nos équipes vont pouvoir faire le suivi. Alors, à ce moment-là, si c'est sur le domaine public, ça va être notre côté. Nos équipes vont s'en occuper. Si c'est du domaine privé, à ce moment-là, il y a un lien qui va être fait avec le propriétaire pour justement l'obliger à nettoyer. Merci. Alors, on poursuit avec la question de Jean-François Gagné. Le nouvel horaire des bibliothèques a été publié. Montréal-Nord a longtemps été choyé par l'horaire des bibliothèques. Malheureusement, cette fois-ci, on voit qu'aucune bibliothèque ne sera ouverte les matins de fin de semaine. Une solution possible serait d'ouvrir des bibliothèques le matin et d'autres l'après-midi, la fin de semaine. Quelles sont les autres solutions que vous avez envisagées? Pourquoi avoir choisi celle de fermer toutes les bibliothèques les matins de fin de semaine? Alors, merci, M. Gagné, pour votre question. En fait, j'ai quelques pistes de réponses qui ont été transmises par notre équipe et Mme Fournier pourra compléter au besoin. Alors, effectivement, il y a eu une réflexion qui s'est faite de nos équipes pour pouvoir optimiser, finalement, les heures qu'on offrait en termes de bibliothèque. Il faut savoir, en fait, que bon, là, je veux juste m'assurer de donner les bonnes informations, là. La bibliothèque Belleville et Ivraïen était déjà fermée les matinées de fin de semaine. Alors, c'est seulement Henri Bourassa et Julio Jean-Pierre qui ont été réduites. Et il faut savoir aussi que déjà, on offre des heures de bibliothèque beaucoup plus étendues que dans les arrondissements autour. Je pense à Anjou, Villeray, Saint-Michel, Parc-Extension, Antique-Cartierville et Saint-Léonard. Alors, à certains moments, on offre finalement des soirs, alors que dans d'autres arrondissements, c'est pas nécessairement le cas. Alors, il faut savoir que même en réduisant les heures telles que données, comme l'information, on a encore des heures d'ouverture plus étendues que nos voisins. On demeure ouvert 4 soirs par semaine. Et dans le fond, les samedis et les dimanches matins étaient les périodes les moins achalandées et ont donc été visées par la réduction. Mais on entend bien votre préoccupation et je suis certaine que les équipes vont pouvoir regarder qu'est-ce qu'il y en est. Est-ce qu'il y avait d'autres éléments que vous voulez apporter? Non, ça complète. La prochaine question est de Marie Simard. Ça concerne également l'horaire des bibliothèques. Madame dit bonjour. Le nouvel horaire des bibliothèques de Montréal-Nord est sorti il y a quelques jours pour l'automne 2024. Compte tenu que les familles avec de jeunes enfants sont très nombreuses dans l'arrondissement et que le moment de prédilection pour faire des activités est le matin, compte tenu des siestes en après-midi, pourquoi l'arrondissement a décidé de fermer toutes les bibliothèques de l'arrondissement les matins de fin de semaine? Alors, merci beaucoup, Mme Simard, pour votre question. Je viens d'y répondre, en fait, de donner quelques éléments de réponse. En même temps, on entend bien la préoccupation de certains parents en lien avec ça et c'est bien entendu par les équipes. Mme Fournier a également une piste de réponse à vous transmettre. Oui, peut-être juste dire que sur inscription, il y a encore des activités disponibles les matinées là, de fin de semaine. Donc, via l'Info Nord, toutes les informations sont disponibles et vous pouvez vous inscrire et vous pourrez participer selon la nature des activités le matin. Merci, Mme Fournier. Pardon, j'ai eu un moment de... Allez-y, Mme Bergeron. Parfait. Alors, on poursuit avec la question de Fatima Gabriela Salazar-Gomez. À la suite de demandes répétées par les résidents et résidentes, vous avez tenu une séance d'information sur les résultats des consultations publiques tenues à l'été 2022 pour le réaménagement du futur plus grand parc de l'arrondissement, le parc Pilon. Toutefois, le PowerPoint ou toute information pertinente concernant les résultats des consultations publiques ou même l'échéancier des phases ne figure pas dans la plateforme
Réalisons Montréal, je me disais que c'était peut-être une question de temps, mais cela fait plus de 6 mois que j'attends la mise à jour de la page réaménagement du parc Pilon. Je me dis donc que c'est peut-être un oubli. Est-ce qu'il serait possible d'ajouter le PowerPoint des résultats des consultations publiques ou de la présentation, ainsi que l'échéancier et les réalisations prévues, phase 1, phase 2, phase 3? Merci. Merci beaucoup, Madame Salazar-Gomez, pour votre question. Alors, je vais me diriger vers qui de l'administration? J'ai une réponse ici, mais quand même, vous avez peut-être des compléments d'information que je ne possède pas. Monsieur Vaillancourt? Est-ce que vous avez tenté une réponse? Oui. En fait, la réponse est assez claire. On va mettre en ligne, effectivement, les résultats de la consultation. Mais c'est vrai qu'on a tardé beaucoup parce qu'il restait beaucoup d'éléments à ficeler. Puis je pense que les gens ont pu voir que oui, le chantier est commencé, mais qu'on doit le segmenter en multiphases. Je ne dirais pas le nombre de phases, mais il y a quand même plusieurs phases pour aménager le parc Pilon. Donc, on va pouvoir rendre disponibles certains éléments, mais il y a des composantes qui sont encore en réflexion. Effectivement, merci, M. Vaillancourt, parce qu'effectivement, au niveau de la séquence, du séquençage des travaux qui vont avoir lieu dans le parc, actuellement, même de notre côté, c'est pas encore finalisé, je vous dirais, parce que le parc est très grand. C'est notre plus grand parc à Montréal-Nord, surtout quand on rajoute l'espace Saint-Julien qui est juste à côté. Ça fait un espace très, très grand à réaménager. Et quand on réaménage les parcs de cette façon-là, on parle vraiment de réaménager même avec les sous-sols, avec tout ce qui est électrique, tout le filage, les tuyaux et tout le reste. Alors, à ce moment-là, il faut vraiment s'assurer de bien faire les choses. Donc, quand on est juste en surface, c'est une chose, mais quand on veut vraiment le faire en profondeur, comme on le fait, par exemple, au parc Émile-Léonard, ça prend plusieurs phases pour le faire. Donc, plusieurs phases égale des sommes d'argent beaucoup plus élevées à chaque fois. Alors, il nous reste des décisions à prendre pour s'assurer de tout rentrer, ce qu'on aimerait avoir dans le parc, mais également s'assurer qu'au niveau financier, on soit en mesure de pouvoir livrer le parc dans avoir un bon rendement au niveau de la prestance, là, finalement, faire en sorte qu'on n'éternise pas les travaux non plus pendant 10 ans. C'est pas notre souhait, c'est de le faire assez rapidement, mais en même temps de façon réaliste, sachant qu'il y a d'autres travaux à faire à travers l'arrondissement et que notre PDI est bien petit par rapport à tous les aménagements qu'on a à faire dans notre arrondissement. Alors oui, l'information sera rendue disponible de ce qui est déjà conclu à l'heure actuelle. Il faut savoir aussi que, en conclusion, que quand on a fait la consultation, en fait, on apprend, nous aussi, comme organisation, on a un peu donné le menu en demandant aux gens qu'est-ce qu'ils aimeraient. Et on s'est rendu compte, suite aux consultations, qu'on aurait pu avoir 3 étages à notre parc pour pouvoir entrer tout ce que les gens voulaient. Alors, on apprend à l'intérieur de ça aussi comme organisation et éventuellement, on ira probablement plus vers des choix, amener les citoyens un peu dans le même rôle que nous, on occupe, c'est-à-dire de dire entre A, B, C, D, E, si on en a 2 à choisir, quel qu'on priorise pour qu'on soit sûr d'aller de l'avant avec ce que les citoyens veulent, parce qu'en ce moment, même si on veut tout rentrer dans le parc, malheureusement, le parc a sa capacité et on ne veut pas le surcharger non plus. Alors, c'est des gros défis qu'on a devant nous et puis les consultations qu'on a faites nous ont permis quand même d'aller chercher un input puis d'aller aller chercher le pouls des citoyens pour la suite. Alors, on va poursuivre avec la question de Julien Rioux. Ma question concerne l'accès des toilettes publiques dans les parcs. Cet été, les toilettes du Parc Sauvé n'ont jamais été ouvertes le soir, soit vers 17h, malgré qu'il soit indiqué qu'elles ferment à 20h, même 20h30 en juin et juillet. Je doute même qu'elles aient été ouvertes durant l'été. Ma conjointe a fait une requête au 3-1 à ce sujet, mais cela n'a rien changé. Nous n'avons jamais pu bénéficier de ce service pourtant essentiel. En conséquence, les gens urinent devant la porte de la toilette, ce qui contribue à la détérioration et à l'insalubrité du chalet. Que se passe-t-il avec l'accès des toilettes publiques au Parc Sauvé et quelles sont les solutions que vous comptez mettre en place afin de permettre l'accessibilité des toilettes publiques aux heures indiquées? Merci beaucoup, M. Rio, pour votre question. M. Sauveur? Oui, effectivement, au niveau du parc Sauvé des toilettes, on a eu des enjeux cet été. Chaque fois qu'on a laissé les toilettes ouvertes le soir, on a constaté beaucoup de cas de vandalisme très, très graves qui a nécessité beaucoup de travaux. Donc, c'est pour cette raison que cette toilette est l'une des premières qu'on ferme quand on fait la tournée pour la fermeture des toilettes. Mais on est en train de regarder qu'est-ce qu'on peut mettre comme solution en place pour essayer d'ouvrir les toilettes jusqu'à 20h et même à 22h. Merci, M. Sauveur. On peut poursuivre. Parfait.
Alors, la prochaine et dernière question est de Amélie Parent-McGarrel. J'ai eu le plaisir d'être bénévole cet été pour des balades à vélo entre femmes. Bravo pour cette initiative. J'ai vraiment aimé mon expérience. Je recommande vivement à tout le monde. Lors de la première balade, nous avons roulé sur la piste Gouin et nous avons appris sur le projet Rêver-Gouin. Je dois avouer qu'au départ, je croyais même que c'était un projet de l'arrondissement. J'ai vite été déçue. En fait, nous étions toutes déçues de constater que nous n'avons pas le droit à la même qualité d'aménagement que nos voisins et voisines de Rivière-des-Prairies. Toutes les participantes qui sont débutantes à vélo et moi-même avons beaucoup plus apprécié notre expérience de rouler sur Gouin à Rivière-des-Prairies. Il y a plus d'espace entre nous et les voitures. Il y a de beaux et grands bacs de fleurs. Nous étions unanimes. C'était beaucoup plus agréable et joli de rouler sur la piste Gouin à Rivière-des-Prairies qu'à Montréal-Nord. Je me demandais où vous en êtes dans votre réflexion. Est-ce que vous envisagez de remettre la rue à sens unique pour l'été prochain? Merci beaucoup, Madame Parent-McGarrel, pour votre question. Et je suis heureuse d'apprendre que vous avez apprécié votre balade. Je comprends à Montréal-Nord également, vous l'avez apprécié. En ce qui concerne le projet du boulevard Gouin, en fait, la présentation avait été faite il y a quelque temps par les investigateurs du projet. De notre côté, le projet est toujours en réflexion. En fait, ce qui arrive est de façon très transparente. On a plusieurs dossiers qui étaient en cours au niveau de la mobilité, dont, entre autres, l'ajout de dos d'âne. On a tout le projet, entre autres, de mise en place de vignettes. On veut arriver avec des projets pilotes en ce sens-là. Et d'autres projets également, quand on parlait des routes de camionnage et tout le reste, qui se trouve être la même équipe, finalement, qui gère ce dossier-là, qui gérera éventuellement un autre projet qui pourrait avoir ressemblé à quelque chose en lien avec le projet de Rêver-Gouin. Néanmoins, je tiens à vous dire que l'arrivée du corridor de mobilité sur Henri Bourassa, en fait, le SRB et le REV, nous amène certains questionnements. Je le disais d'entrée de jeu, le Central arrive avec ce projet-là de façon très rapide, très soutenue, je vais le dire comme ça, qui va nous amener à avoir des réflexions dans les prochaines semaines. Justement, je le disais un peu plus tôt ce soir, que nous allons avoir une présentation cette semaine sur ce dossier-là et la réflexion se poursuit de notre côté, tout en respectant les capacités de notre équipe, bien entendu. Alors, on va poursuivre donc avec le point 10.04. Au point 10.04, nous allons offrir les condoléances du Conseil à la famille de M. Marcel Parent à la suite de son décès survenu le 22 août dernier. Alors donc, c'est avec chagrin que nous avons appris le décès de M. Marcel Parent survenu le 22 août dernier à l'âge de 92 ans. M. Parent est un passionné du service public. Il a été une figure marquante du développement de Montréal-Nord. Que ce soit comme député de la circonscription de Sauvé à l'Assemblée nationale de 1984 à 1998, comme président d'arrondissement entre 2001 et 2005 ou maire de Montréal-Nord de 2005 à 2009, sans oublier le président du conseil municipal de 2001 à 2009. Il a servi notre population avec intégrité, compassion et dévouement. Homme d'expérience, c'est en grande partie à lui que nous devons la réalisation de la maison culturelle et communautaire, l'implantation de la collecte sélective et la création d'un service d'urbanisme. J'offre mes plus sincères condoléances à sa famille, à ses amis et à celles et ceux qui ont eu le privilège de le connaître. Monsieur Parent sera donc en chapelle ardente ici, à la salle du Conseil, le vendredi 20 septembre prochain, de 15h à 17h et de 19h à 21h. Le samedi 21 septembre, la famille vous accueillera chez Magnus Poirier au 10 300 boulevard P9 de 10h à midi, suivi des funérailles à midi. Un livre de commémoration sera disponible pour lui rendre un dernier hommage du 16 septembre au 20 septembre au bureau Accès Montréal, ici à la mairie, au rez-de-chaussée, et par la suite chez Magnus Poirier le 21 septembre. Nous invitons donc à vous joindre à nous cette séjournée pour pouvoir lui rendre un dernier hommage. Ça prendrait donc un proposeur et un appuyeur. Je propose. C'est proposé par M. Thermidor, appuyé par M. Sari. En fait, je pense que c'est à l'unanimité. Oui, je pense tout le monde. Tout à fait. Je vais vous demander de fermer vos micros. Merci. Alors, on va poursuivre donc avec le 10.05 à 10.08. 10.05, adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil d'arrondissement tenue le 2 juillet 2024. 10.06, adopter le procès-verbal de la séance extraordinaire du Conseil d'arrondissement tenue le 22 août dernier. 10.07, déposer aux archives le procès-verbal
de la réunion du comité consultatif d'urbanisme tenue le 3 juillet 2024. Et 1008, déposer aux archives le procès-verbal de la réunion du comité consultatif d'urbanisme tenue le 6 août dernier. Je propose. J'appuie. C'est donc proposé par M. Sarry, appuyé par M. Poirier. J'appelle maintenant le 12.01. 12.01, déposer et approuver le plan d'action collectif des personnes aînées de Montréal-Nord 2024-2029. Alors, nous sommes vraiment très heureux ce soir d'adopter le plan d'action collectif pour les personnes aînées de Montréal-Nord de 2024-2029. L'adoption de ce plan au Conseil constitue une réaffirmation ferme et inébranlable de notre engagement commun à soutenir activement celles et ceux qui ont forgé notre histoire collective. Le bien-être des personnes aînées et leur capacité de mener une belle vie ont été de tout temps au cœur de nos priorités. De même qu'il est de notre devoir à toutes et à tous de bâtir un environnement où chaque citoyen, peu importe son âge, puisse s'épanouir pleinement. Et donc, demain est un grand jour avec le lancement officiel en grande pompe au pavillon Henri Bourassa de ce plan. Merci à tous les membres du comité derrière ce plan d'action collectif. Merci aussi à ma chère Chantal Rossi qui a porté ce projet et qui a su en faire une de nos priorités majeures. Je vais maintenant l'inviter à prendre la parole. Merci. Alors, vous comprendrez que ce soir, je suis très, très touchée par cette adoption puisque j'y ai travaillé personnellement depuis des années. Et enfin, nous y arrivons. En effet, tout comme nous l'avons fait pour les jeunes, avec le plan Priorité Jeunesse, et comme nous le faisons pour tous nos plans d'action, nous avons élaboré avec ce plan, avec les partenaires du milieu, ceux et celles qui connaissent la réalité du terrain des personnes âgées, et nous le réaliserons. Merci à tous nos partenaires, c'est-à-dire le Carrefour des retraités de Montréal-Nord, la QDR, section Montréal-Nord, le Centre d'action bénévole Montréal-Nord, la table de quartier de Montréal-Nord, le SPVM, le PDQ 39, le CIUS du nord de l'île de Montréal. Avec eux, nous amorçons la réalisation d'une autre série d'importantes mesures qui, j'en suis certaine, vont améliorer la qualité de vie des personnes aînées à Montréal-Nord. Alors, je propose. J'appuie. Alors, Mme Rossi propose l'adoption, appuyée par M. Poirier. Alors, vraiment, c'est un grand moment ce soir. On en est très, très heureux. On passe maintenant au 15.01. 15.01, déposer une déclaration d'appui pour la Journée internationale de la démocratie célébrée le 15 septembre. Alors, je vais maintenant inviter mon collègue Philippe Thermidor à prendre la parole. Oui, Madame la mairesse, juste avant de proposer, Mesdames, Messieurs, la Journée internationale de la démocratie célébrée le 15 septembre est une occasion privilégiée pour réaffirmer les valeurs démocratiques et encourager la participation de tous à la vie politique. Cette année, l'accent est mis sur le rôle crucial des jeunes dans la préservation et le renforcement de la démocratie, ainsi que sur les défis posés par la désinformation et les changements climatiques. Il est essentiel de soutenir les initiatives qui favorisent l'éducation civique et la sensibilisation aux droits démocratiques, en particulier parmi les nouvelles générations, pour assurer un avenir où la démocratie est non seulement préservée, mais aussi renforcée. Merci. Ça va me prendre un proposeur et un appuyeur. Je propose également cette... C'est proposé par M. Thermidor, appuyé par Mme Rossi. J'invite donc maintenant à appeler dans le point affaires contractuelles, le point 20, le 20.01 à 20.03. 20.01, adjugé à Eurovia Québec Construction Inc., plus bas soumissionnaire conforme, pour un montant de 294 008 $, taxes incluses, un contrat pour des travaux de planage pour la réfection de pavage, reconstruction de trottoirs sur la rue de Castille entre l'avenue Hainaut et l'avenue Racette à l'arrondissement de Montréal-Nord et autoriser une dépense de 29 400 $ pour les contingences et une dépense de 22 946 $ pour les incidences, pour une dépense totale, taxes incluses, de 346 355 $. Au point 20.02, approuver l'addenda à la convention de service avec Ville-en-Vert relatif à la gestion du programme Écoquartier Montréal-Nord et approuver le nouveau protocole de visibilité du programme Écoquartier. Au point 20.03, approuver le projet d'entente à intervenir entre la Ville de Montréal, l'arrondissement de Montréal-Nord
et M. Gilles Leblanc pour la location d'un local d'atelier professionnel incluant 3 locaux d'entreposage à l'usage de l'exploitation du ProShop à l'Arena Roland en contrepartie d'un loyer en vertu du règlement sur les tarifs applicables pour la période du 1er septembre 2024 au 31 mars 2025, comportant une clause de renouvellement pour les saisons 2025-2026 et 2026-2027. Je propose. J'appuie. Alors, c'est proposé par M. Poirier, appuyé par M. Sari. J'invite maintenant donc, j'appelle le 2004 à 2008. 2004, accorder une contribution financière à 4 organismes de Montréal-Nord, totalisant la somme de 97 330 $, incluant les taxes, soit 41 396 au Centre d'action bénévole de Montréal-Nord pour le projet Mobilis Action, 23 096 $ au Carrefour des retraités de Montréal-Nord pour le projet dépannage d'urgence pour les personnes aînées, 12 178 $ à l'organisme Les Fourchettes de l'Espoir pour le projet Aînés en santé et 20 660 $ à Ville-en-Vert pour le projet Atelier solidaire pour aînés, le tout pour la période du 4 septembre au 31 mars 2025, dans le cadre de l'entente administrative sur la gestion du Fonds québécois d'initiative sociale, Alliance pour la solidarité, et approuver les projets de convention à intervenir. Je vais prendre un proposeur. Je pourrais poursuivre, si vous souhaitez, jusqu'au 20. Ah oui, allez. Bon, on va les faire. L'intervention parfaite pour le 2004. Allez-y, Mme Rossi. Alors, nous le précisions, c'est-à-dire plutôt, le bien-être de nos citoyens et nos citoyennes fait partie de nos priorités absolues. Et donc, ces contributions financières allouées à nos partenaires s'inscrivent dans la foulée des actions initiées et mises en place par l'arrondissement dans ce sens afin de lutter contre tous les types de discrimination, de profilage racial et social, de xénophobie, de racisme, de sexisme, d'homophobie, d'agisme, de pauvreté et d'exclusion. Voilà. Merci. On peut poursuivre avec le 2005. 2005, accorder une contribution financière totalisant la somme de 9 984 $ à 2 organismes, aux 2 organismes suivants. Un montant de 4 999 $ à l'Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et pré-retraitées pour les 2 activités, les Olympiades des aînés, qui a eu lieu le 8 août dernier au Parc Gouin, et la Kermesse, qui a eu lieu le 15 août 2024 au Parc Eusèbe-Munard, un montant de 4 985 $ à l'organisme Artistes en arts visuels du Nord de Montréal pour l'activité Le Symposium des arts qui a eu lieu les 25 et 26 août 2024 au Parc Ottawa. Alors, c'est un mois d'août bien animé et franc succès autant pour la 25e édition des Olympiades des aînés que pour la Kermesse des aînés 2024. Des événements incontournables organisés par l'AQDR, l'Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et pré-retraitées de Montréal-Nord, en collaboration avec de nombreux organismes et partenaires de notre arrondissement, tels que les résidences pour personnes aînées de Montréal-Nord, les Fourchettes de l'Espoir, le Centre des jeunes L'Escale, le Centre des femmes interculturelles Claire, Desjardins, le PROS 39, les représentants politiques de tout palier de gouvernement, ainsi que l'arrondissement de Montréal-Nord. 2 événements majeurs qui ont permis de rassembler dans une ambiance joviale et chaleureuse des centaines d'aînés de notre quartier. Je tiens à saluer Gaétana Colella, Sylvie Lemay et toute l'équipe de la QDR, de même que les bénévoles qui ont été impliqués. Également, très bel événement pour le Symposium des arts, des artistes en arts visuels du Nord de Montréal, qui a eu lieu au Parc Ottawa, plus à l'ouest de l'arrondissement. Alors, un événement toujours très couru, le 25 et 26 août dernier. Je tiens à saluer tout le travail, en fait, de Sergio Guterres et son équipe et tous les artistes qui se sont déplacés pour pouvoir présenter leur œuvre et pouvoir créer un moment fort agréable pour tous les Nord-Montréalais et les gens venus également de l'extérieur. Alors, on peut poursuivre, M. Plogan. Avec le point 2006, accorder une contribution financière de 1 254 $ à titre de dépassement de coûts à Ville-en-Vert pour les coûts de location et les frais afférents du local Écoquartier situé sur le boulevard P9. Au point 2007, modifier la résolution CA 24-10-172 afin que soit inscrit un montant de 47 800 $ en remplacement du montant de 48 700 $ pour l'octroi de la contribution financière
accordé à la table de concertation jeunesse de Montréal-Nord pour la réalisation du projet d'intervention en transition 3. Et au point 2008, accorder une contribution financière de 500 $ à la Fondation Ali Gerpa pour soutenir ses activités et pour promouvoir le soccer auprès des jeunes, et ce, à même le budget discrétionnaire des élus pour l'année 2024. Je vais laisser la parole à M. Thermidor. Je me permets de rappeler ici la vocation première de la Fondation et du Centre de perfectionnement de football Ali Gerba. Celle-ci a pour mission de rendre le soccer accessible à tous, quel que soit le milieu socio-économique. Grâce à ces programmes, la Fondation offre des entraînements de qualité, des équipements adaptés. De même qu'elle organise des événements sportifs pour encourager les jeunes à s'accrocher au sport et maintenir de saines habitudes de vie. L'aide financière allouée servira donc à promouvoir le soccer auprès des jeunes de notre communauté et de développer leurs talents sportifs. Et cette année, ce sont ainsi plus d'une trentaine de jeunes de l'organisme Un itinéraire pour tous qui ont pu profiter de la clinique de soccer de la Fondation Ali Gerba. Alors, c'est une expérience certainement à réitérer. Merci. Alors, je propose l'acceptation des 5 points. J'appuie. Donc, c'est proposé par Mme Rossi, appuyé par M. Thermidor. J'appelle maintenant le point 30, Administration et Finances, le 3001 à 3003. 3001, approuver et déposer les rapports sur l'exercice du pouvoir délégué au 30 juin 2024 et au 31 juillet 2024. 3002, approuver et déposer les rapports mensuels au 30 juin 2024 et au 31 juillet 2024. 3003, déposer la projection des résultats de l'exercice financier 2024 en date du 30 juin 2024 et de l'état des revenus et des dépenses réels au 30 juin 2024 comparé avec celui du 30 juin 2023. Madame la Pérez, si vous le permettez, avant de proposer le point 3001, 3003, j'aimerais avoir une intervention sur le 3003 et où on vous présente ce soir les résultats financiers pour la période de 6 mois terminée le 30 juin 2024. Considérant ces résultats, nous estimons que l'équilibre budgétaire sera atteint si aucun événement majeur ne vient affecter le déroulement des opérations financières à venir. Nous réitérons notre engagement à optimiser les ressources matérielles, les ressources financières ainsi que les ressources humaines afin d'assurer les services qui vous êtes en droit de bien évidemment s'attendre auprès de l'arrondissement. Cependant, vous le savez, le monde municipal, notamment notre arrondissement Montréal-Nord, fait face à plusieurs enjeux, particulièrement en matière de financement. Que l'on parle du budget de fonctionnement, que l'on parle des programmes décennales d'immobilisation, les indexations, actualisation des transferts centraux de la ville-centre vers l'arrondissement ont été depuis plusieurs années insuffisantes, voire même nulles pour les immobilisations au niveau de l'augmentation. Et ce, par rapport aux différentes réalités, que ce soit économiques, réalités sociales, territoriales ou autres que Montréal-Nord fait face. Sachez que notre engagement en tant que conseil d'arrondissement ainsi que l'administration de Montréal-Nord est indéfectible lorsqu'il s'agit de défendre et faire valoir les besoins des citoyens et citoyennes de Montréal-Nord afin que ce soit adapté les transports centraux et ainsi pallier les iniquités que l'on a vu s'accentuer au fil des années. Madame la mairesse, je propose le point et je vous remercie. J'appuie. Les 3 points, excusez-moi. Parfait. Donc, les 3 points sont proposés par M. Sarry, c'est appuyé par Mme Rossi. On passe maintenant au point 40, qui est la réglementation. Donc, j'appelle le 4001 à 4006. 4001, donner un avis, une motion amendée, présenter, déposer, adopter le projet de règlement 1562.68, modifiant le règlement de zonage afin de créer une nouvelle zone C9 856 à l'intersection de la rue de Charleroi et du boulevard Lacordaire et déterminer les usages et les normes d'implantation pour cette nouvelle zone afin d'assurer la concordance avec le plan d'urbanisme de la Ville de Montréal. 4002, donner un avis de motion, présenter, déposer et adopter le premier projet de règlement RGCA 13-10-007, modifiant le règlement relatif aux usages conditionnels afin de modifier les dispositions relatives aux supports et antennes de plus de 10 mètres de hauteur. Au point 4003, adopter le premier projet de résolution PP 64 afin de permettre la construction d'un bâtiment résidentiel de 3 étages
comprenant 30 logements au 5601 boulevard Léger, le tout en vertu du règlement sur les projets particuliers de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble. Au point 4004, statuer sur une recommandation du comité consultatif d'urbanisme, à savoir permettre une marge avant principale de 2,54 m au lieu de 4,50 m et une marge avant secondaire de 1,35 m au lieu de 2,25 m pour le bâtiment situé au 3270 boulevard Gouin, le tout en vertu du règlement sur les dérogations mineures. Au point 4005, statuer sur une recommandation du comité consultatif d'urbanisme, à savoir autoriser l'usage lieu de culte pour le bâtiment situé au 10 620 avenue Brunet, le tout en vertu du règlement relatif aux usages conditionnels. Et enfin, au point 4006, adopter le règlement 1570-6, modifiant le règlement sur la circulation routière à l'article 31 relatif à la vitesse, plus précisément la modification de l'annexe A. Alors, M. Poirier, vous souhaitiez intervenir sur le 4006? Oui. D'approcher votre micro un petit peu. Oui, parfait. Allez-y. Avec l'entrée en fonction de la nouvelle école secondaire située au coin de boulevard Maurice-Duplessis et Albert-Hudon, il était essentiel pour nous d'abaisser la vitesse de circulation à 30 km/h sur le boulevard Albert-Hudon entre Maurice-Duplessis et Léger. Ainsi, avec l'adoption de ce règlement, ce soir, nous confirmons l'abaissement de la vitesse à 30 km/h au lieu de 50 km/h afin de sécuriser l'entrée et la sortie de classe des centaines d'élèves qui fréquentent déjà cet établissement scolaire depuis quelques jours. Merci. Effectivement, merci. Donc, ça va me prendre un proposeur pour... Et je propose. Et vous proposez, parfait. J'appuie. Et M. Thermidor appuie. Alors, donc, c'est ce qui met fin au point du conseil. Je vois que vous avez une question, vous pourrez nous interpeller par la suite. Alors, comme il est d'usage, on va vous parler de quelques activités qui auront lieu dans notre arrondissement. Alors, sport et loisirs. Donc, inscription aux activités de sport et de loisirs. Badminton, poterie courte espagnole, pickleball. Alors, en personne, le 3 et 4 septembre. Donc, ça se passe aujourd'hui et demain. Alors, et par la suite en ligne également. Alors, il y a un rabais de 50 % qui est offert pour les résidents de 65 ans et plus et ceux et celles sur la sécurité du revenu. Les inscriptions doivent être en personne. Le début des activités libres à l'Aréna Fleury, patinage libre et bâton rondelle. Aucune inscription requise. Pour consulter l'horaire des activités, rendez-vous sur le site montréal.ca/lieu/aréna-fleury à partir du 3 septembre. L'Aréna Roland est fermée jusqu'au 21 septembre en raison de travaux. Cet automne, l'arrondissement enrichit son offre d'activités aquatiques en partenariat avec le Club de natation de Montréal-Nord. Alors, le site, c'est donc natationmontréalnord.ca ou appelez au 328-4000, poste 6243. Également, au niveau de la culture, une programmation bien prête. Alors, les journées de la culture, entre autres le 27 et 29 septembre 2024, au 29 septembre, pardon, ça se déroulera sur 3 jours. La programmation culturelle de l'automne est disponible au montréal.ca. Autre date importante, la Foire Santé aura donc lieu le 28 septembre à la Maison culturelle et communautaire toute la journée. Donc, les citoyens et citoyennes qui souhaitent pouvoir voir des spécialistes du domaine de la santé, sachez qu'il y en a plusieurs qui seront disponibles toute la journée pour pouvoir répondre à vos questions et pouvoir vous aider. Alors, c'est ce qui met fin à la séance du conseil d'aujourd'hui. Juste un instant. Oui, allez-y, Mme Rossi. Je voudrais juste préciser dans les Journées de la culture que le 27 septembre, à la Maison culturelle et communautaire, Montréal-Nord a le plaisir de... Le 26, je m'excuse, c'est le 26. Alors, nous allons rendre hommage à l'intérieur d'un spectacle à M. Oliver Jones, ce grand jazzman qui a vécu à Montréal-Nord au-delà de 25 ans. Alors, M. Jones a eu 90 ans cet été. On va souligner... En septembre. Alors, on souligne ses 90 ans à l'intérieur d'un spectacle qui aura lieu à la Maison culturelle et communautaire. Alors, soyez à l'affût de la programmation, en fait, des Journées de la culture. Merci beaucoup, Mme Rossi. Est-ce qu'il y avait d'autres choses, chers collègues? La séance, c'est le 7 octobre. Le 7 octobre. Mais est-ce qu'il y a autre chose à mentionner aujourd'hui?
Super. Alors, sur ce, allez-y, Madame Rossi, vous avez encore le temps, je n'avais pas terminé. Je soulignais que c'était l'anniversaire de la mairesse. Merci. Alors, joyeux anniversaire. Merci beaucoup, Chantal. Également, on tient à saluer Jean-Marc qui célébrera également la semaine prochaine. Alors, c'est 25 ans, bien entendu. C'est comme moi. On a tous 25 ans. Alors, sur ce, je vous remercie d'avoir été avec nous ce soir. Alors, comme M. Sari l'a si bien annoncé, avec beaucoup de prédictions, la prochaine séance aura donc lieu le lundi 7 octobre prochain à 19h, ici même à la mairie. Donc, on continue, on reprend les habitudes où elles étaient. Donc, à la salle de la mairie, on vous attend en grand nombre. Alors, je vous souhaite une belle soirée et n'hésitez pas à nous contacter en dehors des séances conseils. Nous demeurons disponibles, bien entendu, pour vous répondre. Merci beaucoup. Bonne soirée.